Non, mais là, t'abuses quand même. Et on est à 35 sur une Bentley et fait 20. Enchanté, moi je te fais la bise. Christopher, enchanté, ça va? La forme? Enchanté, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un nouveau concept en tête. J'étais avec la fille de mes meilleurs amis il y a peut-être un mois, on était à table et elle me posait des questions sur l'argent, sur la réussite, sur le métier qu'elle veut faire plus tard. Bref, elle me posait ces questions et en fait, moi j'ai pas d'enfants, j'ai des filleuls, des cousins, etc. Et j'adore passer du temps avec eux et leur apprendre des choses et leur transmettre ce que je sais sur la vie, le business, l'argent, etc. Et de là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un concept YouTube? Donc ça va s'appeler le tonton riche, enfin mon tonton riche. C'est chauffant, monsieur? Ouais. Pourquoi pas? Voilà. On va pas se faire masser, nous. Ah oui, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Alors, mon cher Lucas, de quoi va-t-on parler à ton avis aujourd'hui? Comment gérer l'argent, comment bien commencer, je pense, sa vie quand même. Pas du tout. Ah ouais? Non. Okay. Pas envie aujourd'hui. Hein. Ça marche. Ouais, on va parler de l'argent, on va parler de ce que tu veux. Donc je l'ai dit tout à l'heure en off, mais je leur dis devant la caméra. Le but, c'est que tu me poses toutes les questions que tu veux. On a du temps, donc profites-en, j'ai aucun tabou sur l'argent. Faut pas que t'en aies non plus d'ailleurs, parce que dans ta vie ça peut te limiter. Et plus t'intègres ça jeune, et moins tu vas avoir de limites, plus tard. Et en fait, les limites que tu vas t'imposer aujourd'hui avec des tabous, c'est des limites qui plus tard vont devenir des limites psychologiques et vont devenir des limites physiques. Je dis des limites physiques, c'est-à-dire tous les blocages que tu vas avoir dans ta tête vont être des blocages dans ton porte-monnaie, sur ton compte bancaire et potentiellement avec des voitures, des entreprises, des choses que tu pourrais faire. Voilà. Déjà, t'aimes bien les voitures? Franchement, oui. Ouais. Ok. Ça serait de motivation pour toi ou pas? Ouais, quand même. Ouais. Bah, acheter ma première voiture déjà, puis avoir ma voiture de rêve, ouais, franchement. Et c'est quoi ta voiture de rêve? Un petit Urus. Ok. Voilà. C'est mon objectif de voiture. Ok. Il me l'avait passé un moment aussi, donc l'agence de location par laquelle je passe. Ça fait maintenant 5-6 ans que je bosse avec. Donc à chaque fois que j'ai moi des voitures, je les achète et je lui donne à louer pour les rentabiliser. Et vu que je suis pas là 6, 7, 8 mois de l'année, au moins les voitures elles bossent pour moi. Et donc à l'époque j'avais la 911S, cabriolet qui se louait super bien. Et à un moment donné elle était en loc, donc il m'a dit, j'en avais besoin, il m'a dit écoute j'ai quelqu'un qui l'a loué déjà une semaine, il me dit je te donne un Urus à la place. Je l'avais gardé une semaine je crois. C'est très sympa. Ah ouais. Très très sympa, très bon compromis. C'est vraiment deux voitures différentes. Quand tu changes le mode, t'as le mode Corsa sur Lamborghini, c'est vraiment une voiture de course. Okay. Vraiment une supercar. Et après tu passes en mode tranquille, t'as un vrai 4x4. Ouais. Les vitres elles sont épaisses comme ça, tu peux quasiment pas entendre le bruit du moteur si tu veux, c'est souple, non franchement c'est super cool. Quelle est ta vision de l'argent toi aujourd'hui? Je sais pas, est-ce que vous en parlez vous à la maison? Est-ce que comment vous voyez les choses? Ouais, c'est quand même beaucoup maman qui me pousse quand même à trouver un moyen quand même de faire de l'argent, de pouvoir me débrouiller un peu aussi seul financièrement. Après, je vais quand même des fois lui poser des questions, lui demander des conseils, parce que elle a quand même plus d'informations que moi, quoi. Ouais. Mais oui, on en parle quand même beaucoup à la maison. Donc c'est toi qui as commencé à te mettre un peu là-dedans, on va dire, et t'essaies de lui transmettre quand tu peux? C'est ça. C'est bien que toi déjà tu fasses ça. C'est déjà une première étape, tu vois, que ta mère ait déjà compris des choses et que toi tu essaies de lui transmettre. Et est-ce que naturellement, toi, quand tu étais gamin, est-ce que tu avais une tendance à vouloir épargner ou une tendance à t'intéresser à ça ou au contraire pas du tout? Quand j'étais petit, ouais. Franchement, dès que j'avais de l'argent, j'avais envie de le dépenser. Okay. Encore aujourd'hui, ouais. Je vais pas mentir, mais c'est vrai que j'essaie quand même de me contrôler. Tu vas contre ta nature? J'essaie quand même, ouais. Ok, c'est bien. C'est bien parce que tu as des gamins. Moi, par exemple, gamin, j'étais déjà comme ça. C'est-à-dire qu'à déjà 10 ans, j'épargnais, je disais à mes parents de pas dépenser d'argent. Enfin, il y a dû déjà avoir un truc avec mes parents qui ont fait que ma nature a été comme ça. Si ta nature est pas comme ça, faut aller contre. Alors que toi, le fait d'être jeune, là, tu luttes un petit peu. Et puis après, quand tu vas commencer à comprendre que ce que tu as mis de côté plus tard te rapporte de l'argent ou te rapporte plus, quand tu vas voir que tu vas commencer à te faire plaisir, là, tu es encore jeune, mais tu vas commencer à te faire plaisir plus tard, tu vas dire, ok, tous les sacrifices que j'ai fait à ce moment-là, ça m'a permis de m'acheter ça. Tu vas commencer à avoir cette boucle de... la boucle de la récompense, on appelle ça. Du coup, là, ça va être plus facile et tu auras moins besoin de te battre contre ta nature. Et puis après, en fait, ta nature va commencer à être d'épargner, d'investir, parce que tu auras accompli cette boucle. Et au début, les gens ont du mal
à concevoir d'épargner, de commencer à investir leur argent pour le dépenser plus tard, etc. Parce que on est des êtres humains, l'être humain a besoin de se faire plaisir immédiatement. Et donc le circuit de la récompense, s'il est un peu long, les gens ont besoin de l'avoir immédiatement. Tu sais, quand dans ton cerveau, ce qui se passe quand t'as ce processus-là, quand t'as le circuit de la récompense qui arrive à la fin, donc t'as ta récompense, tu libères de la dopamine, donc c'est une hormone, c'est l'hormone du plaisir. Et donc, quand tu as cette hormone-là, tu as envie de recommencer et d'en avoir. Donc les gens qui ont l'habitude d'avoir cette dopamine rapidement, ils ont envie de la recréer encore rapidement. Plus tu t'habitues à l'avoir rapidement, c'est le cas où aujourd'hui les problèmes de TikTok, des réseaux sociaux et tout, c'est que tu libères de la dopamine immédiatement. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, cette expression de la dopamine, tu connais ? Oui. Ok. Et du coup, si jeune, tu t'habitues à le libérer rapidement, et ben plus tard, faire un effort sur quelques semaines, quelques mois pour attendre et décaler ce moment où tu vas avoir la dopamine, ça va être quasiment impossible pour toi. En revanche, si déjà jeune, tu t'habitues, ok, j'ai de l'argent, je le dépense pas de suite, je vais plus tard, ok, TikTok, je fais qu'1 heure par jour parce que après c'est pas bien, je le fais un peu plus, je décale et j'attends demain. Si tu t'habitues à faire ça, tu vas habituer à tes circuits de la récompense à être plus longs, et donc plus tard, quand tu vas devoir investir, monter une boîte, acheter de l'immobilier, qui sont des processus qui sont longs, ça va moins te choquer qu'une personne qui est habituée à avoir tout de suite. Et ça, au-delà de la partie psychologique que ta mère peut te donner, des conseils, etc., de la façon de réfléchir, ça c'est quelque chose de scientifique. Okay. C'est-à-dire c'est ton corps, ton cerveau, qui, si tu l'habitues mal gamin, va te demander des choses qu'il t'aurait pas demandé plus tard. Et va rendre difficile des choses qui normalement auraient dû être faciles. Tu vois, tu vas avoir des potes à toi qui vont, je sais pas, ils vont pas bosser les étés. Tu vois, leurs parents vont leur donner un peu d'argent. Et du coup c'est facile, donc si le circuit de la récompense il est immédiat et que j'ai de la dopamine de suite et que j'ai pas l'habitude d'aller me faire mal pour aller avoir cette dopamine, pourquoi est-ce que plus tard je vais aller me faire mal ? Et alors que toi, si tu as l'habitude de te faire mal dès le départ pour avoir ça, tu as l'habitude d'avoir mal, donc plus tard c'est beaucoup plus facile, tu es déjà habitué. Et toi tu retiens quoi si tu devais donner 2-3 choses importantes que ta mère essaie de t'inculquer depuis 2-3 ans, enfin 4 ans on va dire, c'est quoi que tu retiendrais ? Sortir de ma zone de confort, chercher quelque chose qui m'intéresse, qui me permet d'avoir une vie à pas travailler tous les jours en tant que salarié pour un petit salaire. Et oui, les plaisirs différés aussi, tu vois. Ok. Ça... Ok. On va bosser un peu sur sur la dépense et le plaisir différé. Ouais. Ok. Ouais, ok, ça marche. Vu que t'as 17 ans, là, t'as déjà bossé les étés ? J'ai déjà bossé C'était pas pendant un été, c'était un peu les week-ends après les cours et tout ça. J'ai dû arrêter parce que c'était un peu compliqué, parce que c'était en fin de semaine, en fin d'année, donc j'avais beaucoup de cours de voir, c'était un peu compliqué. Mais oui, j'ai travaillé à Burger King, salaire. Ça m'a permis déjà de voir le monde déjà professionnel, voir à quoi m'attendre. Ok. Cet été, tu vas rebosser là ? Ouais, je vais essayer de trouver un truc. Ok. Attends, on va reprendre la phrase déjà. Je vais essayer de trouver un truc. Alors ça, c'est un truc que tu dois éliminer. Mais pas que pour ça, pour toute ta vie. Je vais essayer. En fait, ton cerveau, il va retenir, il est feignant. Il va retenir que ce qui l'intéresse. Quand tu dis je vais essayer de faire quelque chose, lui il tend essayer. Essayer, c'est une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Tu vois la différence entre les deux ? Quand par exemple je travaille avec des sous-traitants, avec des personnes ou des entreprises avec qui je bosse, t'en as qui ont des obligations de moyens, d'autres des obligations de résultats. Je te prends un exemple. Les vidéastes avec qui on bosse, qui font cette vidéo, ils ont une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que cette vidéo elle fasse 1000 vues ou 100 000, ça serait mieux 100 000 quand même, mais qu'elle fasse 1000 vues ou 100 000, c'est pas leur problème, ils vont être payés quand même. Eux, ils ont une obligation de moyens, d'être là à l'heure, de mettre des vidéos, d'avoir un bon matériel, etc. Donc, toi, quand tu te dis je vais essayer de faire quelque chose, tu dis à ton cerveau, je donne une obligation de... C'est même pas une obligation de moyens, c'est une tentative de moyens. C'est-à-dire, j'essaye, si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai essayé. Quand je dis cet été, je bosse, ça veut dire cet été, je bosse. Ça veut dire, je vais pas essayer. Ça veut dire que peu importe les moyens, peu importe les tentatives, j'ai décidé que je bossais, donc je vais bosser. Et là, ton cerveau, il le perçoit plus mal. Là, c'est une obligation de résultat. Donc là, quand tu as une obligation de moyens, tu t'en rends pas compte aujourd'hui, tu es jeune, mais pour les gens qui nous regardent, qui ont l'habitude de se dire ce genre de choses régulièrement, parce que c'est des choses qu'on dit régulièrement sans faire attention. Et en fait, ce type d'habitude,
fait que plus tard, t'as des personnes qui se disent bah j'ai essayé de trouver un taf, mais franchement c'est dur. Ouais. Parce que j'ai été voir 10 employeurs, les 10 ils m'ont dit non. En gros, j'ai fait ma part, j'ai essayé. C'est pas de ma faute, c'est eux qui me veulent pas. C'est pas ma faute, c'est la société qui me veut pas. Moi j'ai fait mon taf. Ouais mais non, ta vie va dépendre du résultat. Donc en fait que t'aies été voir 10 employeurs ou 100, ta vie elle s'en fout. Ce qui compte c'est que t'as pas de taf. Alors que si tu t'es dit je vais trouver un taf, que je vois 10 employeurs, 15, 100 ou 1000, le résultat c'est que je vais avoir un taf. Quand tu vois les choses de cette manière, tu t'arrêtes pas avant d'avoir trouvé un taf. Et bizarrement, tu trouves un taf. Tu vois? Je vais bosser cet été. Voilà, c'est exactement ça. Et à force de te le répéter, en fait, tu vas, c'est vraiment ton cerveau va retenir ça en fait. Okay. Et puis même toi, maintenant là, t'en es conscient parce qu'avant tu dis ça, t'en es pas conscient. Maintenant, t'en es conscient. Donc, ce qui veut dire que si un jour tu veux dire je vais essayer, tu vas te reprendre, tu vas dire non, je vais pas essayer, je vais. Du coup, mécaniquement, tu dis à ton cerveau, t'es déjà conscient que tu vas faire l'effort d'aller trouver le taf et d'avoir le résultat. Donc tu vas te mettre en mode combattant, tu vois. Tu vas pas te mettre en mode passif, j'ai essayé. Tu te mets en mode combattant. Et là, c'est pas pareil. Et pour les tafs d'été, moi, si je peux te donner un conseil, enfin, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Moi, j'ai commencé par des tafs durs. Enfin, déjà, je travaillais avec mon père, parce que mon père est carreleur. Donc, dès l'âge de 14 ans, il me forçait à aller avec lui les week-ends. Pas tous les week-ends, mais j'en faisais pas mal. Donc, tu te lèves à 6h du mat, il vient te réveiller dans le lit, t'as pas envie. Des fois l'hiver il fait froid, t'arrives sur le matin, en plus sur le chantier t'arrives, il est 7h du matin, 7h15, t'es à genoux, tu portes des trucs toute la journée, etc. Bref, j'avais vraiment pas envie. À force de me forcer et de voir à quel point c'était difficile pour lui, à 16 ans c'est moi qui avais envie. Et comme j'ai commencé par des trucs durs, je portais des sacs de sable, je portais du sable toute la journée, j'étais à genoux, je faisais les joints des carreaux. Premier job que j'ai fait c'était livrer le journal sur la plage. Donc je marchais de Saint-Laurent-du-Var jusqu'à Villeneuve ou de Villeneuve jusqu'à Saint-Laurent-du-Var. Je faisais des allers-retours comme ça. Donc je marchais, je sais pas, 12-15 bornes dans la matinée avec ma besace et les journaux. Et ben vu que j'avais démarré par quelque chose de difficile qui était le carrelage avec mon père, et mon père qui m'arrachait le balai des mains quand j'étais trop lent et qui à chaque fois me mettait la pression parce que mon père il bosse vite et bien, le fait d'aller après vendre le journal sur la plage, qui était aussi difficile parce qu'il faisait chaud, tu portes des trucs, enfin t'es pas dans un bureau. Bah en fait je trouvais ça tellement facile à côté du carrelage que du coup je bossais beaucoup mieux que les autres. Parce que j'avais pas l'impression de bosser. Oui. Au bout d'un an, ils m'ont fait passer chef d'équipe parce que je bossais bien. Et surtout, moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est facile. Et tous les jobs étudiants que j'ai fait derrière, où j'ai fait des trucs, j'ai trimballé des gens à l'arrière en vélo. Tu sais, je les faisais, ils étaient à l'arrière, j'étais à vélo pour des marques et je les baladais au Cap d'Antibes, je les baladais un peu partout. J'ai monté, démonté des toilettes écologiques pour des festivals, les plages électro, tu connais à Cannes. Oui. Voilà, bah, j'ai bossé. Et je faisais 8h midi et minuit, 6h du mat. Donc je l'ai monté, je l'ai démonté. Et la journée, j'allais bosser avec mon père sur le carrelage. Donc je bossais des fois 20-22 heures par jour. Rien me paraissait plus dur que bosser avec mon père. Bah, en fait, ça me paraissait facile. Du coup, je bossais beaucoup et bien. Parce que j'avais connu plus dur. Oui. Et après toute ma vie, après tous les jobs que j'ai fait après, il y a tout qui m'a toujours paru plus facile que de bosser en carrelage avec mon père. C'est en ça que je te parlais tout à l'heure de la dopamine. Démarre par un truc dur. Burger King, c'est des trucs qui sont difficiles aussi. Va travailler peut-être sur des chantiers. Dans la restauration, c'est difficile, c'est exigeant. Travaille sur des trucs où tu fais des heures, où c'est exigeant, où tu te fais mal. Si c'est dur au début, pense à ce que je te dis, de dire ok, oblige-toi de faire mal pendant 1 ou 2 ans comme ça, parce que je peux t'assurer que c'est 20 ans à te rendre service. Okay. Parce que derrière, quand tu vas arriver dans un taf ou dans ta vie et que tu vas dire ah c'est facile, t'es dans le confort, je peux te dire que c'est kiffant. Okay. Qu'est-ce que tu aurais comme question à me poser sur l'argent? En dehors de trouver un travail, il y a d'autres manières de faire de l'argent, mais c'est vrai qu'à mon âge, j'ai peut-être pas les connaissances et peut-être un peu la crainte de mal faire. Okay. Même si on me dit souvent qu'il faut pas avoir peur et qu'il faut se lancer, mais c'est vrai que j'ai quand même toujours des doutes ou voilà, c'est pas fluide. T'as essayé pour le moment de faire des choses dans le sens, je sais pas, ouvrir un compte bancaire, investir sur quelque chose, aller visiter un bien J'ai déjà accompagné maman sur des biens pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai aussi investi un peu dans la crypto. Ok. Ok, donc quand tu investis dans une crypto et que tu en choisis une, c'est quoi que tu te dis au départ? La première sensation que tu as, qu'est-ce que tu te dis? La première question que tu te poses? Au début, je me dis, j'espère que j'ai pas investi dans n'importe quoi. Ok. Mais j'ai investi dans des choses où la plupart du temps, c'est des valeurs sûres. Surtout pour commencer en tout cas. D'accord. Et explique-moi un peu le processus quand tu investis dans une crypto.
qui te permet quand même d'investir parce que t'as peur mais t'investis quand même. Oui. D'accord. Quel est le processus dans ta tête? Par quoi tu commences pour te rassurer et finalement arriver à investir dans une crypto? Je me dis que quoi qu'il arrive, ça va descendre mais ça va remonter. Donc je me dis que je suis pas perdant. En tout cas dans ma vision. Avant que tu dises ça remonte, tu dis que je choisis des valeurs sûres. Tu les choisis comment? Ah, c'est tout ce que j'entends de partout, ou des fois des conseils qu'on peut me donner. Donc je prends un peu les conseils, je prends ce que je vois un peu des fois sur. Ok, donc la première étape c'est tu t'informes. Oui. Ok, donc ça c'est la première étape pour s'enlever de la peur, s'informer. Enfin, se former, s'informer. Donc ça, c'est ce que tu fais au début. Ok, ensuite, deuxièmement, tu as chopé une crypto, on te dit, tiens, celle-ci, elle est bien, tu as fait tes analyses, tu as entendu plein de personnes en parler, ok. Deuxième question, deuxième moment où tu as un doute, c'est quoi? Est-ce que je fais bien d'écouter tout le monde? Est-ce que je fais vraiment confiance? Ok. Et là, tu te dis quoi pour te rassurer? C'est souvent maman qui me rassure. Elle est là, derrière, elle me dit, si, tu devrais. Elle me pousse quand même à pas lâcher mon idée principale. Donc elle te dit en gros apprends à te faire confiance. Oui. Ok. Il y a une différence entre faire confiance aux autres et se faire confiance soi. C'est-à-dire qu'au début, il faut faire un peu confiance aux autres parce que tu connais pas, donc il faut apprendre par différentes sources. Différentes sources sont des sources fiables. Une fois que c'est fait, que tu vas commencer à connaître un sujet, tu vas te faire ton propre avis. Donc tu vas écouter les autres et tu vas te faire ton propre avis. Puis après, quand tu vas grandir, tu vas avoir aussi les sensations. Moi, je te donnerai des exemples tout à l'heure aussi. Il y a des trucs où des fois... il y a plein de fois où j'ai eu peur d'investir dans des trucs, j'ai fait quand même. Et puis il y a des fois où j'ai pas senti la chose, j'y suis quand même allé et je me suis planté. Donc il y a aussi maintenant que je m'écoute beaucoup parce que tu as l'expérience et puis tu te fais confiance, puis tu as la sensation, tu vois, est-ce que tu ressens bien la personne avec qui tu vas investir, avec qui tu vas t'associer, sûrement avec les personnes, tu ressens des trucs. Autre chose que tu peux te dire, est-ce que tu as des choses que tu dis par rapport au montant auquel tu investis? Pour commencer, j'ai toujours mis des montants pas très élevés. Ouais. Parce que je me suis dit, si ça marche pas, au moins j'aurais pas perdu trop. Ok. Voilà. Après, si je vois que ça marche, je vais augmenter et mettre un peu plus. Parce que je sais que c'est une valeur sûre. Ok. Donc là déjà, tu as compris une partie du processus qui est déjà de se former, de s'informer. Donc ça c'est bien, donc tu as maman qui t'aide. Aujourd'hui tu as YouTube, tu as ChatGPT, tu peux avoir plein de choses. Ensuite, au moment où tu vas investir, tu as ce truc qui va venir, tu as cette peur qui va venir et qui peut s'atténuer avec les années. Elle peut toujours être là, hein. Même moi aussi quand j'investis et quand je fais des projets, j'ai toujours cette peur qui peut être là. En fait, elle est aussi normale. Quand le fait de perdre de l'argent fait appel à ce qu'on appelle un biais psychologique. Ça te parle des biais psychologiques? Pas du tout. Pas du tout. Ton cerveau, il a des biais cognitifs, biais psychologiques, c'est-à-dire des tendances à déformer la réalité. Okay. C'est une tendance qu'il a naturelle, on va dire. Ça va être quoi, par exemple? L'excès de confiance, par exemple, ça peut être une tendance qu'on appelle cette courbe, je crois que c'est la courbe de Dunning-Kruger. Tu regarderas, la courbe de Dunning-Kruger, c'est un biais psychologique qu'on a. C'est-à-dire, au début, on a tendance, quand on apprend un sujet, au tout début, à avoir un excès de confiance. Exemple, je commence à apprendre à piloter, je fais une session sur circuit, j'ai l'impression que je suis Schumacher. Je peux tout tuer. Ou ça marche beaucoup avec la boxe. Les premières sessions de boxe que tu fais, t'as l'impression que t'es Tyson. On te met sur un ring, excès de confiance. Et puis vient le premier sparring. Tu t'en prends plein la gueule. Là, l'excès de confiance, il redescend. Ah, il redescend. Tu te dis en fait, je suis une merde, je suis rien du tout. Et là, c'est là que commence vraiment le processus d'apprentissage. Là, tu comprends en fait tes faiblesses, tu comprends et tu commences à apprendre. Donc, ce biais psychologique qu'on a, c'est qu'au début, on a cet excès de confiance quand on commence à découvrir quelque chose. Donc ça, c'est un biais psychologique. Notre cerveau déforme un peu la réalité. Un autre biais psychologique qu'on a, c'est l'aversion à la perte. Perdre quelque chose, notamment perdre de l'argent, à activer un peu les mêmes signaux dans ton cerveau que le danger de mort. On a une partie de cerveau qui est un cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est un cerveau qui nous provient de l'âge préhistorique. Voilà. Donc on a en fait, par exemple, quand on fait de l'adrénaline, t'as peur de quelque chose, tu conduis très vite en voiture, peu importe, t'as peur. Tu as de l'adrénaline, ça nous vient de notre cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait pour nous défendre, pour attaquer, pour nous protéger. Donc en gros, c'est une hormone qui est dans tout ton corps, qui envoie tous tes muscles et t'es au maximum de tes performances, immédiatement. Ton corps, il est déjà chaud, il est déjà prêt à l'attaque. Donc tout ça, ça vient de notre cerveau reptilien. L'aversion à la perte déclenche quasiment les mêmes choses dans le cerveau que le danger de mort. Okay. C'est pour ça que quand on investit et quand on perd de l'argent, on a l'impression qu'on est en train de nous tuer. Donc déjà, c'est normal. Il faut aller contre ça. L'aversion à la perte aussi fait il va être beaucoup plus fort de perdre de l'argent que de gagner de l'argent. Par exemple,
tu perds 2 euros, t'as les 2 euros dans ta poche, tu te rends compte que tu les as perdus. Ça va te piquer, tu vois. Ouais. Ça va te faire un peu mal. Tu trouves une pièce de 2 euros par terre, tu la ramasses, la sensation va être 5 à 10 fois moins élevée, moins puissante, moins intense que le fait d'avoir perdu de l'argent. Okay. Donc, tout ça pour te dire que quand tu vas gagner 100 euros dans ta vie, ça sera toujours moins intense et moins fort que si tu perds 100 euros. Ok ? Donc la tentation, la peur de perdre sera toujours plus forte que l'envie de gagner. Ça, c'est notre cerveau classique. Quand tu as compris ça et que tu as compris que notre corps tend vers ça, bah toi, il faut que tu ailles contre. Donc ça demande du travail, ça demande de l'apprentissage, ça demande de lire des bouquins, de parler avec des personnes, donc ça va te demander un peu de temps. L'avantage, c'est que tu es jeune, parce que si tu commences à apprendre ça, maintenant, bah là, t'as déjà moins peur qu'il y a 3-4 ans quand maman a commencé à t'en parler, t'auras encore moins peur que dans 3-4 ans quand tu vas commencer à investir. Ensuite, pour la peur, ce qui marche bien au début, c'est de démarrer par des petits montants. C'est-à-dire arriver à se dire, quand tu investis dans quelque chose et que tu as cette peur donc quand tu as fait tes analyses, tu connais, tu t'es formé, c'est au début, je mets des petits montants. Dans l'immobilier, j'achète un garage ou un petit appartement, je fais un petit crédit. Je commence à investir dans les cryptos, je mets 5% de mon argent, 10% de mon argent, pas plus. Et j'attends et je vois déjà avec ça comment je me comporte. Un des problèmes des gens aussi au début, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à démarrer. Et ensuite, ils démarrent trop. Et là, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des problèmes et ils n'arrivent pas. Leur cerveau n'est pas câblé pour tenir l'investissement financier qu'ils ont fait. Ça répond à ta question sur la peur. Ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune de 17 ans qui n'a pas de revenus, en fait, peut vraiment investir dans autre chose que de la crypto ou de la bourse? Est-ce qu'il peut se lancer en IMO ou est-ce qu'il peut déjà créer sa société? Alors, créer sa société, j'avais posé la question à 17 ans, il me semble qu'il faut que tu sois majeur. Sinon, tu peux être à l'intérieur d'une société, mais il faut qu'un adulte soit, à mon avis, le dirigeant, le fondateur, etc. Pour l'immobilier, non, il faut que tu sois majeur. Donc il faut que tu attendes tes 18 ans. Puis de toute façon, s'il n'y a pas de revenus, il ne pourra pas. En revanche, en étant jeune, aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est être dans une société où vous faites une SCI. C'est toi qui as les revenus, c'est toi qui fais le crédit, et toi, tu es à l'intérieur de la SCI. Imaginons que vous répartissez les tâches. Toi, par exemple, je sais pas, tu es à l'aise avec des tableurs Excel, tu t'occupes de calculer, de faire les comptes, de faire un peu la comptabilité parce que tu as appris à la faire, etc. Par exemple. Bah c'est toi qui t'en occupes, puis tu as des parts dans la société. Ça, c'est une possibilité. Sinon, dès que tu vas commencer à avoir des revenus, alors revenus d'été, week-end, non. Sauf si par exemple, tu as je sais pas, un petit CDD ou un CDI à Burger King, tu as un 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, tu fais 500 euros par mois, ça sera peut-être un début. Tu auras peut-être un petit quelque chose. Ou alors t'associer avec maman pour avoir un crédit à deux. Et ensuite, ça va être quand tu vas être alternant. Alternant, comme je disais, j'ai plein d'alternants qui achètent, beaucoup. Ils font des crédits étudiants ou des crédits classiques. À partir de 700-800 euros par mois de salaire, tu peux avoir 200-250 euros par mois de crédit et tu peux acheter quelque chose à 50 000 euros. Okay. Donc oui. Donc avant, je dirais que tu as un peu d'argent, tu bosses un peu, essaie d'en mettre de côté pour te faire un apport. Ou investir un peu dans la crypto, commence à connaître les mécanismes d'investir, tu vois, ta peur, comment ça se passe et tout. Et après, une fois que tu auras un revenu, là, tu seras prêt à investir dans l'IMO. Et ce qui sera bien, c'est que tu vas démarrer par des petits montants. Tu vas acheter un truc à 40-50 000 euros. Moi, ce que je m'étais dit, le premier appart que j'avais acheté à Budapest, c'était 20 000 euros avec les travaux, c'était toute mon épargne. J'avais peur au début. J'achetais dans un pays que je connaissais pas. Je signais un contrat dans une langue que je connaissais pas. J'avais donné même 3 000 euros en cash, je crois, pour l'acompte au père de la copine de mon pote que je ne connaissais pas, qui était hongrois. Donc, quand j'ai relevé un peu ma tête et je me dis, attends, t'as tout ça que tu connais pas et tu donnes de l'argent à quelqu'un que tu connais pas, dans ma tête, la tête, elle a commencé à fucked up, quoi. Elle a commencé à partir dans tous les sens, à dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai éteint mon cerveau et je dis, écoute, t'as fait toutes tes analyses avant, ça faisait un mois que j'étudiais. Comme toi, je me suis raccroché à mes analyses en me disant, fais-toi confiance, au pire, le pire du pire, t'as perdu 20 000 euros, t'as toute ta vie pour te refaire. Tu vois, quand tu relativises, 20 000 euros c'est de l'argent, mais quand t'as 20, 22 ans, tu peux te refaire, t'as pas d'enfant, t'as pas de famille, c'est pas grave, tu vois, tu te refais. Donc en fait, le dernier rempart quand t'as peur, que ton cerveau essaie vraiment par tous les moyens de ne pas faire, mais que t'as fait tes analyses, je parle pas de quelqu'un qui a peur parce qu'il a rien compris, c'est pas formé. Non, je parle vraiment, t'as fait tes analyses, t'as trouvé, tu te fais confiance et tout, mais ton cerveau, il est là à la fin, il veut t'empêcher. Raccroche-toi, ok, c'est un petit montant, c'est pas grave. C'est pas grave, je laisse faire et puis de toute façon, il faut échouer. Mais il faut échouer petit et il faut échouer rapidement. Plus vite tu échoueras jeune, plus vite tu vas remonter à cheval, tu vois. Quand tu échoues, quand tu as 30, 40, 50 ans, c'est plus dur. Ouais, c'est plus... Parce que la tendance à se dire j'ai échoué,
je suis nul, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, je me fais pas confiance, elle est beaucoup plus forte. Alors que plus jeune, on a ce petit excès de confiance qui arrive plus facilement. On se dit, pas grave, je vais me refaire, je vais retenter. Et c'est ça en fait dont on a besoin pour monter une boîte, pour investir dans l'IMO. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut de la confiance. Donc l'avantage que tu as par rapport à maman, c'est que maman elle a connu ça à 35 ans, c'est ça 35, 36. Donc il y a déjà plein de choses qu'elle a compris et qu'elle te transmet, donc ça c'est super. Et puis toi, tout ce que tu vas comprendre et que tu vas faire dans ta vie, tu vas aller à un niveau supérieur. Et puis ce que tu vas transmettre à ton enfant, ça sera dès sa naissance, à un niveau encore supérieur. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée une dynastie, qu'on crée un empire. C'est mentalement en transmettant des mécanismes, plus que financièrement. Plus que de transmettre un héritage financier, de transmettre ces mécanismes, ces réflexes, c'est ça qui fait que dans des familles de gens qui ont de l'argent, à 18-20 ans, ils comprennent déjà des choses. J'avais été à l'EDEC une fois à Lille, l'école de commerce. C'était à l'époque la 5e meilleure de France, je pense qu'elle est toujours pas loin. L'EDEC m'avait contacté pour aller intervenir, etc., faire une conf. Je voyais le niveau des questions des jeunes de 18 ans, pas de tous, mais de certains, c'était bluffant. Les gamins à 18 ans, ils me parlaient déjà de montage à l'étranger, ils me parlaient de trucs. Tu sentais que je posais la question, qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Mon père, il a une boîte. Ah, ok. Et du coup, tu fais quoi ? Je bosse un peu dans la boîte avec mon père, et puis du coup, on prend ça. Ok, et au dîner, vous parlez de quoi ? Au dîner, on parle de défiscalisation, on parle d'investissement, on parle... Ok. Et voilà. Et en fait, c'est ça. Et ces moments-là qui se font au dîner, qui se font les week-ends et tout, le papa qui a une entreprise, ce qu'il va léguer comme patrimoine culturel, ça n'a pas de prix. Voilà. Mais tu as moyen de changer ta vie. Tu vois, moi, d'où je viens, on lit pas de bouquins. Rien sur la finance, on n'a jamais parlé d'argent. Mon père, il m'a toujours dit juste, la vie, c'est le travail. Tu veux de l'argent, bosse. Tu vois, bosse, et te plains pas, dépends pas d'un gouvernement, dépends pas des autres, dépends pas d'aide de l'État. Pour eux, c'était une honte de dépendre des aides. C'est tu bosses, tu gagnes ton argent, et voilà. Et c'est déjà une première base. Parce que t'as d'autres gens, ce qu'ils inculquent, c'est vie de l'État, n'en fais pas trop, tu vois. Donc c'était déjà une première étape qu'il m'a donnée, qui était super importante. Et après c'est moi qui ai construit le reste en apprenant, en me remettant en question, en allant contre ma nature, etc. T'as des frères et sœurs ou pas ? Non, je suis unique. Ok. Et avec tes potes, tu parles un peu de crypto, d'IMO ? J'ai un ami avec qui je parle un peu de ça. Ok. Et lui, il pense un peu comme toi ? Ouais, lui aussi, il a déjà investi dans la crypto-monnaie. Après, en dehors de ça, c'était plus achat-revente, Ouais. pour se faire de l'argent. Et je crois que c'est tout. Aujourd'hui, je me pose beaucoup la question, est-ce que vraiment je reste sur l'IMO ou est-ce que je fais les deux, société plus IMO ? Alors, pour cette question, il y a plusieurs réponses. Il y a d'un aspect économique et situation, qu'est-ce que je peux te conseiller qui ne prend pas en compte les autres ? De cet aspect-là, je te dirais fais un max de crédit pendant 1 ou 2 ans parce qu'il y a de grandes chances que dans les prochaines années, ça sera plus dur d'avoir accès au crédit et peut-être dans des conditions moins sympas. Un peu plus d'apport, des taux peut-être un peu plus hauts. Donc je te dirais, prends ce qu'il y a à prendre en crédit maintenant, pendant 1 an ou 2, au moins. D'aspect personnel, après, c'est est-ce que mon travail me plaît suffisamment pour y rester encore 1 an ou 2 et j'ai pas la boule au ventre le matin quand je pars et c'est tenable, parce que ça me plaît et je suis bien, auquel cas reste-y. Est-ce que j'en peux plus de ce travail, tous les matins j'ai envie de partir, et puis ça joue sur mon humeur, etc. Donc là, il vaut mieux peut-être en changer et monter ton activité. Après, la façon de gagner de l'argent, tu vois, que ce soit par l'IMO ou par la boîte, je veux dire peu importe, mais je dirais qu'une fois que tu vas monter ta boîte, pendant 3 ans, compte pas avoir des crédits. Donc si tu as envie d'avoir encore un peu d'IMO, c'est mieux de profiter de ton salaire au maximum. En plus 3 000 €, c'est un bon revenu. Profiter autant que tu peux. Et après, une fois que tu es full en crédit et que ton projet pro aussi, ça laisse le temps de bien aboutir, à ce moment-là, tu peux passer à ton projet pro. Et moi, je démarrerais la thérapie ou ce que tu veux faire, les consultations, c'est uniquement en physique ou ça peut être online ? C'est que physique parce que je dépends d'une machine. D'accord. Tu peux faire en déplacement à domicile ou pas ? Je peux, oui. Ok. C'était histoire de limiter les investissements, j'ai aujourd'hui d'avoir un local. Oui. Vu que ton marketing aujourd'hui tu le fais sur les réseaux sociaux, il n'y a plus nécessité, toutes les activités aujourd'hui qui nécessitent pas absolument d'avoir un local, un boulanger par exemple. Pour les autres, autant que possible, limiter les investissements parce que les prochaines années vont être un petit peu compliquées là en termes d'activité économique, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui ferment, etc. Il vaut mieux limiter les invests au maximum, faire simple au début, il n'y a que toi, ta machine et tu te déplaces, t'as pas beaucoup de risques. Tu investis que ton temps, t'as pas beaucoup d'argent investi, donc tu peux tenter quand tu veux. Du coup, deuxième question,
cas est sur le point d'avoir le permis. On n'a qu'une voiture aujourd'hui. Ouais. J'aimerais bien lui filer mon ancienne voiture. Donc je pensais justement en fait peut-être me racheter donc moi une voiture pour lui passer mon ancienne. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres solutions pour acheter une voiture et lui laisser la mienne? Premièrement, pour toi, maman qui va te laisser la voiture, tu vas simuler le fait de t'être acheté toi-même ta voiture. Parce qu'il n'y a pas de raison que maman te donne ta voiture et que tu as un truc tout cuit dans la bouche comme ça. Faut que tu te battes un peu pour. Donc la voiture, c'est très simple. Tu vas prendre la valeur de la voiture. Je sais pas, imagine combien elle vaut la voiture? 8000? Ok, on va dire 8000. Tu vas faire comme si tu faisais un crédit sur 5-6 ans, crédit véhicule, pour acheter cette voiture. Donc ça va te faire un crédit, je sais pas, 150, 180 euros par mois peut-être. Et tu vas, lorsque tu travailles, mettre cet argent de côté en te disant je dois payer ma voiture tous les mois. Sauf que cet argent c'est 180 euros, tu les mets sur un compte de placement, tu les mets sur un livret A, tu les mets, en gros tu les dépenses pas. Tu t'habitues, encore une fois à partir du point de vue que tout doit être plus dur au départ. Ta voiture, tu la mérites pas, faut que tu te la sois payée toi. Okay. Donc maman te la donne, c'est super, tu mets 180 euros par mois de côté, l'équivalent de ton crédit, sur un compte, et au moins tu t'habitues déjà à la payer. Okay. Comme ça plus tard quand tu vas devoir te payer ta propre voiture, tu t'es déjà habitué à la payer avant. Et tu vas voir que ce que je te dis, le jour où tu vas aller voir un banquier pour faire un crédit, si tu lui expliques ce que je t'explique ça, tu vas passer pour une star. Vraiment. Parce qu'il va se dire, c'est qui ce gamin de 17-18 ans qui a pris des choses, qui a dans sa tête des choses que des gens de 40 ans n'ont pas. Du coup, il va te faire confiance, il va se dire, lui, il sait gérer son argent, donc lui, je lui fais confiance, lui, je lui prête. Okay. Donc ça, pour ceux qui nous regardent aussi, parents ou enfants, faites ça. Par exemple, pour un loyer, c'est pareil. Au début, tu loges chez papa, maman, tu commences à avoir ton premier salaire, tu mets l'équivalent d'un loyer de côté. Il n'y a pas de raison. Tu fais comme si tu vivais normalement. C'est ce que j'ai fait. Et moi, au début, je gagnais entre 2000 et 4000 mes premiers mois, première année, parce que je bossais en indépendant, donc j'avais des commissions. Les mois où je gagnais 5000, je dépensais que 700 euros dans le mois. Tout le reste, je mettais de côté. 700 euros, ça me suffit au début. Et quand je gagnais 1000, bah, je mettais que 300 de côté. Quand je gagnais 5000, je mettais 4000 et quelques. C'est comme ça qu'en un an, je me suis mis 20 000 de côté, j'ai acheté mon appart. Donc tous les efforts que tu feras au départ vont améliorer ta vie derrière. Donc pour revenir à toi maintenant, donc ça c'était pour toi ce que tu dois faire. Pour toi maintenant pour la voiture. 1. Acheter d'occasion. Idéalement acheter de voiture d'occasion qui a entre 3 et 5 ans. C'est le moment où elle a le plus décoté et c'est pas le moment où tu as beaucoup de frais dessus. Donc la plus grosse décote, elle se fait les 3-4 premières années. Donc tu achètes d'occasion, 3-4 ans. Idéalement, l'avantage d'être en période actuelle, c'est que les voitures se vendent moins. En ce moment, c'est sur le marché, c'est mou, les gens ont moins d'argent, la crise, tout ça. Donc tu vas être en position de force, négocie, fais en sorte d'acheter une voiture en dessous du marché. Sois un peu plus patiente, peut-être vise un peu plus large sur des modèles, mais va plutôt acheter des choses où les gens sont là et ils ont envie de vendre rapidement. Comme ça, tu vas acheter ta voiture, tu vas rouler 1 ou 2 ans dedans, puis peut-être que dans 2-3 ans, la situation ira mieux, les gens achèteront un peu plus de voitures et ta voiture t'aura rien coûté. Donc moi, pour mes premières voitures, c'est ce que je faisais. J'achetais vraiment pas cher, je la gardais 6 mois, 1 an, je la revendais le même prix ou un peu plus, et du coup, je perdais pas d'argent. Donc ça, fais un crédit absolument, mets pas de cash dans la voiture, même si t'en as, dans tous les cas, toujours du crédit. Et puis voilà, puis si en plus t'as acheté un bien IMO avant, qui te dégage un cash flow et que le cash flow paye le crédit de la voiture, là c'est bénéf. T'es timide comme ça tout le temps, généralement, ou c'est là la situation Non, je suis timide quand même dans la vie de tous les jours, et oui, là aussi quand même, c'est pas habituel. Comment faire en sorte que tes voitures te coûtent pas d'argent? T'as différents moyens. Voilà, première, ce que je faisais, c'est que j'achetais pas cher. Je regardais combien ça valait sur le marché, je faisais en sorte d'acheter en dessous du marché, comme l'immobilier, pareil. Et je roulais un peu dedans, et en général, quand je les vendais toujours à peu près le même prix d'achat. Sinon, même 1 ou 2, je les vendais un peu plus cher. Donc ça, c'est déjà un moyen. Deuxième moyen que tu as, c'est, si tu veux te servir de l'immobilier, c'est, ok, voilà, j'ai acheté un appartement, je l'ai acheté en dessous du marché, je le revends plus cher, j'ai fait une plus-value. Avec cette plus-value, je m'achète ma voiture. Mais le piège dans ce que je viens de te dire, il y a un piège. Qu'est-ce qui va pas dans ce que je viens de te dire? Tu redépenses tout dans ta voiture. De quoi? Tu redépenses tout ton bénéfice dans ta voiture. Premièrement, donc est-ce qu'en termes d'éducation financière, c'est le meilleur choix? Non. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième, tu vois quoi comme problème? Je l'ai dit tout à l'heure à ta mère. Hein. Contrôle des connaissances. Si tu achètes et que tu le revends plus cher. Tout à l'heure, je parlais du crédit, je parlais de la voiture. Qu'est-ce que je disais? Par rapport au crédit et voiture. Je disais quoi? Quand j'achète une voiture, toujours faire un crédit, jamais cash. Ok.
Ok, ça Ah intègre-le. oui, ok. Donc là, quand je dis t'achètes un bien, tu revends plus cher et la plus-value, j'achète une voiture, c'est quoi qui va pas? Bah du coup tu payes cash. Du coup, ça veut dire que je paye cash. Oui. Élimine ça de ta tête. Ok. Pas de cash. Le crédit est pas cher, la France c'est un des meilleurs pays pour emprunter. Tout ce que tu pourras faire avec crédit, fais-le avec crédit. Le cash, faut le garder. Faut le garder, faut en faire autre chose, faut l'investir. Le reste, ça s'emprunte au maximum. Ça, c'est un truc, surtout quand on vient de familles comme les nôtres, le crédit, on en a peur. On en a peur, on veut pas en faire. Ça, faut surtout l'éliminer. Alors, j'ai une fin du supplice. T'appuies sur le frein. T'appuies sur le start-stop, tu restes appuyé. Donc les amis, on vient de déposer maman. Elle avait du mal avec la route de montagne. Ça pousse bien quand même. Hein. C'est vrai. Ah, quand même. Alors, on va aimer là. Bon, il pleut donc on peut pas en profiter au max, mais c'est pas mal. Bon, déjà. Ça accélère et c'est souple. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des questions que tu n'osais pas me dire dans ta mère? Non, devant maman, non, franchement je lui dis tout. C'est grâce à ça aussi que j'arrive quand même à lui parler dès que j'ai une idée en tête, dès que j'ai un projet. Elle est toujours là, elle va jamais me dire non, elle va jamais me rabaisser sur mon idée. Ça c'est bien. Elle est toujours là, soit elle me pousse, soit elle essaye de m'aider dans ma réflexion. Elle essaie toujours de me faire sortir, peut-être que j'arrive pas à sortir tout seul Ok. de ma tête. C'est bien qu'elle te pousse vers le haut comme ça, Ouais. t'as déjà une chance, t'as déjà atteint un premier step grâce à ta mère. Bah, franchement pour ça je peux rien dire. Ouais. Plus aussi les études, c'est vrai que je sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Là t'es quoi, en première, Je suis terminale? en première. Ok. Première, quel SP? Général, j'ai SES, anglais et SVT. Donc t'es en éco. Ah non, Oui, peut-être ça bah, fonctionne plus comme avant. Ouais, c'est les pas premières comme avant. ES, C'est S. le problème, c'est ça que c'est Ok. c'est pas comme avant. Si c'était comme avant, je pense que j'aurais pris ES. C'est ce qui m'intéresse, je pense, le plus quand même. Ok. Tout ce qui est côté scientifique, c'est pas fait pour moi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à savoir ce que je veux faire. En fait, je sais que le côté des finances, le commerce, le marketing, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Après, est-ce que je veux vraiment en faire ma vie? Je sais pas. Ok. Voilà. Bon, te casse pas trop la tête quand t'es étudiant. Je sais que c'est une question qu'on a quand on est jeune, dire ouais, qu'est-ce que je veux faire et tout. Il y a 1000 boulots et 1000 boulots qui n'existent pas encore maintenant avec l'intelligence artificielle qui vont exister, que tu ne connais pas encore aujourd'hui, donc c'est impossible de savoir. Si moi, étudiant, jamais je me serais douté de ce que je pourrais faire maintenant. Donc, en vrai, te pose pas la question, pose-toi plutôt la question, enfin pour moi, concentre-toi sur deux choses. Un, fais tes études. Et si tu as les capacités d'aller loin dans les études, va loin. En fait, faut pas te concentrer que sur les études parce que les études ne suffisent pas. Ouais. Il faut te former à côté, ce que tu fais en crypto, en IMO, éducation financière, comprendre la fiscalité, le développement personnel, lire des bouquins, tu vas apprendre à communiquer. Il y a plein d'autres skills, des compétences qu'il faut avoir. Tu connais la différence entre hard skills et soft skills? Ça te parle pas? Ouais. Non, j'ai jamais entendu. Alors, ce qu'on appelle les soft skills, c'est en gros les compétences personnelles. Ok. Être leader, bon communicant, comprendre les autres, être un bon manager, savoir parler en public, je sais pas, être ponctuel, etc., être sérieux, discipliné, ça c'est des soft skills. Les hard skills, ça va être est-ce que je sais monter un site internet, est-ce que je suis développeur, est-ce que je suis bon en économie, est-ce que je sais faire des maths et je suis ingénieur. Donc c'est des compétences plus techniques, on va dire, propres à un métier. Les soft skills, c'est des compétences qui sont beaucoup plus générales et des valeurs humaines. Il faut développer les deux. L'école ne développe pas les soft skills. Donc quand tu sors d'école, peu importe tes études, hein, tu sors d'école et que tu es bon que en hard skills, bah, tu vas être un très bon salarié. Ouais. Voire même pas suffisant pour être un très bon salarié, parce que pour être un bon salarié et développer aussi dans une boîte, il faut aussi être bon communicant, savoir t'exprimer, savoir débattre, savoir te faire respecter par ton boss, par tes collègues. Donc tout ça, ce sont des soft skills. Et ça, t'as des gens qui l'ont naturellement, t'as des gens qui l'ont avec l'éducation et t'as des gens qui l'ont pas. Donc ça, faut le développer. Donc si tu développes les deux, dans ta vie, tu te débrouilleras.
quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Te pose pas trop la question. Pose-toi plutôt la question de qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Parce que ça, tu as une vision. Tu vois, terminale, ok. Après la terminale, ok, est-ce que je vais plutôt en telle fac? Est-ce que je fais telle école de commerce? Pose-toi la question année après année. Et en attendant, forme-toi sur d'autres sujets. Et au fur et à mesure que tu vas te former sur d'autres sujets, que tu vas aller dans des écoles, tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas évoluer, tu vas avoir des opportunités. Et c'est là que tu vas découvrir des métiers, tu vas découvrir des sortes d'entreprises que tu peux créer. Et dans 5 ans, tu feras probablement un truc que tu ignores que ça existe aujourd'hui. Voire même que moi j'ignore, c'est pour ça que je peux pas te dire ce que tu peux faire. J'avais un projet peut-être après à la terminale, mais j'hésite beaucoup, surtout que ça coûte quand même pas mal d'argent. C'était peut-être de partir à l'étranger. Ok. Alors, soit j'arrive à intégrer une école, soit je fais peut-être juste une année de... comment on appelle ça déjà? Une année de césure. Ouais. Pour améliorer mon anglais et devenir bilingue, parce que je me débrouille en anglais, mais je suis pas non plus bilingue, quoi. Ok. Mais je sais pas si ça sert, enfin si ça va vraiment me servir à quelque chose, surtout que je vais devoir trouver les fonds quand même. Ça pousse. Ah là, franchement. C'est un mélange hybride. Enfin, l'hybride, c'est pas mal. Hein. Ouais. 780 chevaux, tu les sens bien quand même. Je les sens. Ouais. Encore, je suis pas trop brutal sur l'accélérateur pour pas la faire patiner. Mais ça va, c'est une traction, donc elle tient plutôt bien. Alors, c'est une bonne question. Franchement, ça peut être cool. Là, j'ai mon filleul, il a le même âge, enfin un peu plus âgé. Là, il a 20 ans. Là, il est parti l'année dernière. Il est parti aux États-Unis, San Diego, pendant 6 mois, je crois. Donc, il a fait une école que d'anglais. Et plus, il s'est trouvé un petit taf. Il a bossé un peu là-bas. Okay. Et il a adoré. Il a adoré. C'était déjà super expérience. Franchement, culturellement, je peux que te le conseiller. Ouais. Moi, je l'ai pas fait l'école parce que à l'époque parce que j'ai fait que 2 ans d'études. Mais dès que j'ai fini, dès que j'ai monté ma boîte, je suis très vite parti à l'étranger. Donc ça part, c'est une force incroyable. Okay. L'anglais, s'il y a bien au choix une matière sur laquelle il faut miser avec l'intelligence artificielle qui arrive, l'internationalisation qu'on a, le fait que aujourd'hui la plupart des opportunités elles vont être en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, Amérique du Sud pas trop et potentiellement en Afrique aussi, mais quasiment tout va se passer en Asie du Sud-Est. Nous en Europe, dis-toi qu'on est à moyen terme, on est mort, quoi. Il va plus se passer grand chose, on n'innove pas, on fait que réguler. Tu vois, nous on est bon pour bloquer, pour trouver des réglementations, on n'est pas bon pour innover. Donc tout va se passer là-bas. Si tu parles anglais, tu vas réussir à t'exporter, aller ailleurs, tu vas avoir une ouverture à l'international, Donc quelqu'un qui parle pas anglais, il se met de suite des bâtons dans les roues. Même, tu veux te former, il y a du très bon contenu en anglais. Oui. Le meilleur est en anglais d'ailleurs. Pour les cryptos, tu as beaucoup d'anglicismes, tu as beaucoup de mots anglais. Pour l'intelligence artificielle, c'est pareil, sur plein de choses. Donc en fait, ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vraiment te couper du monde. Et ne pas avoir la vie que tu mérites, c'est dommage. Ouais. Juste à cause de l'anglais. Donc mets vraiment le paquet dessus. Donc si tu pars un an, tu te dis oh, ok, pendant un an je parle anglais, c'est bon quoi, j'ai déjà fait une bonne partie du travail. Cette sensation dans sa plaque, ouais. C'est incroyable. Le mélange avec l'électrique, ça... Il y a un bon coup de pied au cul de départ quand même. Ouais, la décélération est pas mal. Si t'as tes dernières questions, profite. Hein. Voilà, là, c'est pas une question, c'est plus... je pense, vu que tu m'en as parlé en off, tu sais, est-ce que j'ai une petite amie ou quoi, je pense que surtout, c'est peut-être pas le moment si je me dis, je préfère peut-être plus me concentrer sur moi-même. Ouais. Je pense que c'est plus quelque chose qui va pas m'apporter plus, je pense. Enfin, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais je pense qu'il vaut mieux que je me concentre pour le moment, quoi qu'il arrive. Très bonne question du coup sur concernant les filles. Déjà c'est pareil, t'as une réflexion jeune que j'avais pas moi. Tu me dis ouais, je vais me concentrer sur moi, je vais me progresser moi avant et tout, c'est des trucs que je pensais pas à cet âge-là. T'as totalement vrai, t'as très très vrai d'ailleurs. T'es en période de construction et tu vas rencontrer des filles, c'est bien. Faut que t'aies des relations, faut que t'aies du social et tout, c'est cool. Et puis t'apprends aussi sur plein de choses. D'être en couple, avoir une copine, t'apprends sur plein de choses aussi.
La communication notamment, la patience aussi. T'apprends à séduire aussi, donc t'apprends à parler, t'apprends à avoir confiance en toi. Donc c'est plein de skills qui, je trouve, peuvent être duplicables après dans ta boîte, dans plein d'autres choses. Et d'ailleurs, les skills que tu vas avoir dans ta boîte, en créant une boîte, etc., sont aussi duplicables avec ta copine dans tes relations. Mais au début, tout le travail que tu vas faire sur toi et toute la construction que tu vas faire sur toi va être bénéfique plus tard pour trouver quelqu'un. Donc c'est-à-dire là, tout ce temps que tu prends où t'as des potes qui sont peut-être en couple et qui du coup ils vont passer leur temps avec leur copine, et toi pendant ce temps-là tu vas lire, tu vas apprendre, tu vas faire du sport, tu vas travailler sur toi, physiquement, mentalement, financièrement. Tous ces points font que tu vas avoir une copine qui va être beaucoup mieux, en tout point. Se concentrer sur toi, c'est très bien. Maintenant, si ça arrive, c'est bien. Mais en tout cas, c'est vrai que jeune, disons que nous, les hommes, la réalité, tu vois, c'est que de ton âge de 17 jusqu'à 27, 28, 30 ans, on n'est pas attirant. En gros. Je résume, tu vois. C'est que n'importe quelle fille qui est jolie, intelligente, bonne éducation, tout ce qu'elle veut, en général, elle va vouloir un mec un peu plus âgé, en général, elle va vouloir un mec qui socialement est un peu plus élevé, qui physiquement est bien, qui fait du sport, qui est intelligent, qui a un peu d'argent. Tout ce que tu n'as pas quand tu as 20, 22 ans, que tu débarques dans la vie, et puis tu n'as pas confiance en toi à ce moment-là. Tu sais, nous, c'est l'âge un peu ingrat en tant que mec, tu vois. Tu vois une fille, tu as envie de l'attirer, mais en fait, elle est attirée par un mec qui a 50 plus, qui déjà a de l'argent, qui a sa voiture, pas toi. Enfin, tu sais, c'est vraiment l'âge de merde. Ouais. Moi, je vois vraiment, à ce moment, c'est l'âge de merde. Mais si tu prends ce temps-là pour te concentrer sur toi, pour te construire, à partir de 25, 27, 30 ans, et là jusqu'à beaucoup plus, je suis encore en plein dedans, donc je te dirai peut-être les années après, là, ça fait que monter. Okay. Si tu prends soin de toi, que tu évolues mentalement, psychologiquement, financièrement, socialement, tout ce temps que tu auras appris à te construire, tu vas être en avance par rapport à d'autres hommes. Il faut se dire ce qui est, c'est une compétition. C'est que les femmes vont choisir des mecs, c'est une compétition. Toi, tu choisis des femmes, c'est une compétition. Si forcément, toi, tu es plus intelligent, plus beau, plus sportif, plus drôle, plus tu parles 3 langues et qu'en plus de ça, socialement, tu es élevé, tu as un bon taf, tu as une boîte, tu as un peu d'argent, la meuf entre toi et le mec qui boit des binous sur le canapé à 30 ans et qui a un bide, non mais vraiment, elle va choisir qui, tu vois. Bah, tout ce temps-là que tu as appris à te construire fait que tu vas pouvoir choisir des femmes qui vont être beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus sympas pour toi. Donc ouais, prendre ce temps-là, en fait, c'est un investissement de temps jeune ou jeune, t'es pas très attirant, donc de toute façon, ça aurait été difficile d'avoir les filles que tu veux. Pour le prendre, pour investir et te construire et être meilleur, pour faire en sorte qu'après tu puisses avoir les femmes que tu veux, c'est un très bon choix aussi. C'est une bonne vision stratégique, on va dire. Maintenant, c'est bien d'avoir, il faut que tu aies des copines aussi, parce qu'il faut que tu sortes, que tu apprennes aussi, hein, parce que tu te plantes, que tu tombes amoureux, parce que c'est bien de tomber amoureux, que tu te fasses avoir. Tout ça fait partie de la vie, il faut que tu passes par là, tu vois. Tu sors un peu ou pas des fois avec tes potes? Oui. Ouais. Surtout que j'habite à Cagnes-sur-Mer, mais je vais au lycée à Nice. Donc oui, je sors plus qu'avant, parce qu'à Cagnes-sur-Mer, il n'y a pas grand-chose à faire. Okay. Mais depuis que je suis tous les jours à Nice, je sors plus. Ok. Après, quand tu vas faire la fac ou l'école, ça va être encore pire. Ah ouais? Alors là, franchement, un mec kiffe de ces années. Ça passe tellement vite et c'est t'es les fêtes, t'es insouciant, tu sors tout le temps. En plus de ça, t'es pas fatigué. C'est vraiment vieux quand je te dis ça, mais là, c'est pareil. Quand je suis en jet lag, tu vois, je suis pas bien. Toi, tu vas dormir 2 heures, tu vas être à 2 grammes, le lendemain, tu vas être frais. Ta mère est cool avec ça pour toi, pour que tu sortes, pour que tu sois avec tes potes. Oui, elle me dit même des fois, sors, qu'est-ce que tu fais? C'est bien, tu vas te construire et tout. Mais il faut aussi profiter, parce que tu auras toutes les années pour te construire. En fait, c'est important de se construire jeune, c'est important de profiter de vivre aussi, surtout là maintenant, parce que ce temps-là, cette innocence-là, ce moment où t'as rien à penser, tu vois, t'as pas de problème dans ta vie, ton seul problème c'est trouver une copine, jouer aux jeux vidéo ou le contrôle que t'as en fin de semaine. Bah après, plus tard, cette insouciance, tu l'as plus jamais, donc tu fais plus la fête de la même manière après. Donc ça, il faut quand même en profiter. Donc trouve-toi un juste milieu, tu vois, où tu puisses faire quand même les deux. Et sport, tu fais du sport? Oui, j'ai commencé la boxe il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, sympa ça. Moins d'1 an. Tu fais anglaise? Ouais. Ça te plaît? Franchement, oui. Ouais. À la base, j'étais un peu réticent à l'idée de commencer la boxe. Ouais. Même maman aussi avait un peu peur et des trucs comme ça.
prends des coups ou machin. Ouais. Donc dès que je lui dis que j'ai pris quelques coups, tout de suite c'est vrai que c'est ah bon. Et, non franchement oui ça travaille. C'est bien, c'est une très bonne école la boxe. Ouais. Tu utilises un peu ChatGPT ou pas? Oui. Ouais. Dans mon quotidien, pour les cours, des fois ça m'aide. Actuellement, t'as tous tes potes qui l'utilisent pour faire leurs devoirs ou pas? Franchement oui. Ouais. Oui. Et à l'école, ils vous en parlent? Oui, beaucoup. De plus en plus. À l'époque, ils connaissaient moins ChatGPT. Ouais. Donc c'était, on va dire, moins flagrant quand on l'utilisait. Mhm. Mais oui, c'est vrai que maintenant, ils nous parlent, dès le début d'année, ils nous parlent d'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas l'utiliser. Ou alors, des fois, ils nous disent de l'utiliser pour, je sais pas, générer une image ou. Ils vous disent de ne pas l'utiliser pour vos devoirs? Ouais, parce que ça sort, par exemple, en français, Ouais. comme par exemple, il nous dit faites une étude linéaire, faites des choses comme ça, mais faites-le de vous-même parce que ChatGPT ne va pas sortir les bons arguments, les bons trucs qu'il faut. Donc du coup ils nous disent n'utilisez pas, ça sert à rien, c'est trop facile, nanana. Donc ouais, tous les professeurs ils sont contre ChatGPT. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent mieux faire le travail que le prof. Ouais. Et puis surtout parce qu'ils n'ont aucun moyen de contrer ça, Ouais. et de vérifier si le devoir tu l'as fait seul ou pas. Ouais. Je vais te donner une vidéo. Ok. Je la mettrai dedans, dans ça tout le monde peut la voir. Ah, il y a la petite Elle est Féfé. magnifique. Ça va? Ouais, nickel. En fait, je pensais me mettre là, ça aurait pu être pas mal. On va aller trouver un autre spot où on peut se poser. Les gamins, ils sont comme des fous là-haut. Bah regarde, ils sont tous en train de regarder. Ils ont un cheval, on a beaucoup de cheveux. nous. Ouais. Pas mal en noir comme ça. Ouais, elle est magnifique. Du coup, vidéo mi-code, je te la mets ici sur ChatGPT, elle est géniale parce qu'en fait, il y a des arguments de vrai dans l'école. Oui. Il y en a non. Clairement, GPT peut faire un bien meilleur devoir que toi, avoir des bien meilleurs arguments, Oui, ça va. mais c'est bien de compléter. Oui. Regarde la vidéo de mi-code, il explique dedans ce que ça fait à ton cerveau quand tu utilises que GPT, tu fais pas toi le travail. Oui. Il explique aussi le problème des étudiants qui utilisent que GPT. Et il donne un exemple d'un de ses salariés qui a monté un projet développement web, qui a tout fait faire par l'IA et qui s'est retrouvé bloqué à la fin parce qu'en fait, il n'avait pas su comment faire le process. Ok. Faire avec l'IA de base ton devoir et toi venir le vérifier, compléter, ajouter ta patte perso, etc. Oui. Le faire, pas regarder ou juste regarder vite fait, non. Le faire avec lui, où toi tu le fais, tu lui fais contrôler, tu lui dis voilà, t'es un professeur de français, j'ai fait ce devoir-là, améliore-moi ça, qu'est-ce que je peux faire de mieux, etc. Et surtout, demande-lui qu'il t'explique. C'est-à-dire quand il fait le devoir, ok, tu m'as fait le devoir, tu m'as sorti ça, moi modifie-moi ça et ça. Le risque c'est que tu ne saches faire que par lui. Ouais. Et en fait, ça crée moins de connexion dans ton cerveau. Et tu as un cerveau à la fin qui est atrophié. Ouais. Qui est petit, qui travaille moins, etc. Bon. Merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir, ça t'a plu? Franchement, incroyable. Je sais pas si tu devais retenir un truc de ce qu'on s'est dit, tu retiendrais quoi? Que j'achète pas une voiture de moi-même avec en cash. Déjà pas mal. Ça il l'a retenu, celle-là. Celle-là, il l'a retenu. J'ai bien retenu. Cool. Bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses et puis peut-être qu'on se recroisera une fois. Voilà, écoute bien, suis bien ce que je t'ai dit et puis continue d'apprendre. Rappelle soft skills, hard skills, apprends bien sur les deux. Et puis voilà, c'était cool de te voir. Merci beaucoup. Toi aussi, champion? Bien? Bon, j'ai un autre cadeau aujourd'hui. Hein. Oh là là! C'est pas le classe G. Hein. Du coup, Hilaire qui a fait la première vidéo en classe G la dernière fois. Let's go? Alors? Plus peur que la dernière. Plus fort que la dernière, bah ouais quand même. Tiens, vas-y. Vas-y. Alors appuie sur Start au milieu. Je sais pas si je peux le dire, mais j'avais acheté le livre d'un politicien connu. D'un politicien? Ouais, vas-y. C'était qui? Voilà. C'était Bardella.